L'édito de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azulfillaoun, bonsoir. Sur les circonstances, sur les gens, sur les attitudes des uns et des autres, nous avons bien souvent des idées arrêtées, filtrées par un entendement préconçu. Des appréciations à l'emporte-pièce que nous avons héritées en partage, que nous avons tétées au sein de nos mères, qui nous ont été inséminées à notre insu et qui nous agitent notre vie durant. Nous sommes dans des postures culturelles que nous n'avons pas choisies, dans lesquelles nous avons été moulés, formatés, et nous réagissons bien souvent à tout ce qui se passe autour de nous, selon des angles et des prismes déterminés, que nous avons adoptés en tant que tels, sans même en avoir conscience. Dans nos perceptions des gens et des situations, nous sommes, en somme, conditionnés pour penser comme nous avons été formatés à penser, même si nous disposons de petites marges qui nous laissent croire que nous disposons d'un libre arbitre. En fait, et même si cela peut sembler par trop catégorique, nous sommes dans une mentalité et des attitudes de troupeau. Nos perceptions se forment à travers des œillères et elles ne s'expriment qu'à travers des instruments de musique préconçus qui ne peuvent émettre que des sons tout aussi préconçus. Je vais tenter de d'expliquer ce que je suis en train de dire à travers certaines expressions très familières dont nous nous servons bien souvent pour qualifier des gens ou d'autres. De quelqu'un que nous estimons qu'il est stupide, qui ne mérite aucune considération, nous disons de lui qu'il est un âne, un bourricot, un baudet, un âne. D'un autre que nous méprisons, qui est indigne, veule, sans honneur, nous disons de lui qu'il est un chien. Et d'un tout autre, dont nous admirons le courage, la noblesse d'âme, la grandeur, la force, nous disons de lui qu'il est un lion. Ces qualificatifs et ce qu'ils représentent dans notre imaginaire sont plus que gravés dans le marbre, à un point où lorsqu'ils nous sont adressés, nous nous considérons comme gravement outragés lorsqu'on est traité de chien ou d'âne, et superbement flattés lorsqu'on nous fait l'honneur de considérer que nous sommes des lions. Mais essayons de nous débarrasser de nos œillères, de celles qui nous ont été formatées, installées à notre naissance, j'allais dire. Et essayons de voir ces animaux depuis une fenêtre plus réaliste. Essayons de les voir tels qu'ils sont vraiment, tels qu'ils sont réellement. Selon des recherches très laborieuses d'archéozoologues et de paléogénéticiens, le chien est le premier animal à avoir été domestiqué par l'homme. Même si sa morphologie très diverse aujourd'hui, du caniche au doberman, si sa morphologie a beaucoup évolué et qu'il est difficile d'imaginer sa véritable origine, il n'en est pas moins issu, le chien,
du croisement de deux espèces de loups, l'un asiatique et l'autre européen. C'est aujourd'hui confirmé par les scientifiques. Il avait été domestiqué par l'homme il y a plus de 15 000 ans pour veiller sur sa famille, sur ses troupeaux, pour l'aider à la chasse. Et il est devenu au fil des siècles, au fil des millénaires, son meilleur ami, jusqu'à devenir le symbole de la fidélité. Il peut mourir pour sauver son maître. Et c'est cet ami fidèle, cet idéal de dévouement dont nous utilisons le nom pour insulter ceux que nous méprisons, que nous voulons insulter. Alors que le vrai bon sens aurait dû nous inciter à qualifier de chiens ceux qui ont ces caractéristiques, ces qualités, d'êtres exceptionnels, des gens très aimants, attachants, fidèles jusqu'à la mort. Et il en est de même de l'âne. Dans l'imaginaire collectif et dans notre bouche, quand nous voulons insulter quelqu'un, l'âne représente le summum de la stupidité, de l'ignorance, de l'obstination, de la laideur. Pourtant, et dans la réalité que nous refusons de voir, parce qu'elle ne nous a pas été inculquée, l'âne a beaucoup, énormément compté, beaucoup, énormément pesé dans l'histoire de l'humanité. Animal de bas, il a toujours servi à l'homme pour tous ses travaux, en agriculture comme en transport des marchandises, comme en construction. Sans lui, sans l'âne, cet animal que nous méprisons, sans lui, les civilisations n'auraient peut-être pas été possibles. Sans lui, sans l'âne, il n'y aurait pas eu les routes romaines, ni les pyramides d'Égypte, ni les grandes villes antiques. Il a permis, l'âne, à des gens de cultiver la terre, de nourrir leurs enfants, de vaquer à leurs activités. Patient, dur à la tâche, il a souvent été maltraité par ceux-là même qu'il servait, qu'il faisait vivre avec tant de dévouement. L'âne, si doux marchant le long des hauts, comme disait le poète. Si nous n'avions pas été conditionnés pour penser comme nous pensons, nous aurions donné le nom d'âne aux gens les plus travailleurs, les plus endurants, les plus doux, les moins exigeants. Il n'aurait pas été honteux d'être traité d'âne, bien au contraire. Il en est tout autrement du lion. Le lion dont on utilise le nom pour qualifier les meilleurs parmi les meilleurs, les grands leaders, les grands guerriers. En fait, et si nous pouvions voir les choses dans leur véritable état? Pour l'homme, le lion n'est d'aucune, mais alors d'aucune utilité. C'est l'un des plus grands prédateurs de la nature. Il passe son temps entre faire de très longues siestes et à peine aider un petit peu les lions à la chasse où il est le premier à se servir. En fait, et si nous étions plus perspicaces, si nous avions la possibilité de voir et de décrire les choses comme elles sont vraiment, ce sont les fainéants, les cruels et les profiteurs que nous devrions qualifier de lions. Il en est ainsi de tout le reste de ce que nous pensons et disons. Des représentations qui nous ont été inculquées et dans lesquelles nous entrons de toute notre âme et de toute notre logique, sans tenter de regarder ce qu'il y a derrière le voile ou l'hadith qiyas.
بقاو على خير. L'édito de Djamaldine Ben Chenouf.